Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de ce nouveau numéro d'Etc., votre rendez-vous mensuel pour décrypter ensemble l'actualité juridique et patrimoniale. Et aujourd'hui, on va parler d'immobilier, alors que 58% des Français sont propriétaires de leur logement. Il faut quand même aussi penser au marché locatif. Et on estime aujourd'hui que ce marché locatif représente quand même 40% des logements. Forcément, le législateur a voulu protéger les locataires, qu'il s'agisse d'ailleurs de la jouissance du logement ou de l'acquisition éventuelle de ce logement. On va en parler donc dans ce 10e numéro. On retrouvera aussi nos chroniqueurs pour les rubriques Affaires et Famille. Il y aura aussi notre cours d'histoire, etc. Ça commence maintenant. Et ça commence avec Marc et Denis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Soyez les bienvenus. On commence avec vous, Denis. On va évoquer la vente du logement loué avec l'un et l'autre. Première question d'abord. Un propriétaire peut-il vendre librement un bien qui est loué selon un bail soumis à la loi du 6 juillet 89 ? Alors tout à fait, la location ne prive pas le propriétaire bailleur de pouvoir disposer de son bien. Donc il peut tout à fait le vendre et il aura deux options. Première option, il va vendre le bien loué. Donc la situation du locataire ne changera pas, ça restera la même. Et l'acquéreur deviendra bailleur et devra respecter le bail tel qu'il a été conclu. Deuxième option, eh bien, ça sera de vendre le bien libre de toute occupation. Auquel cas se posera la question de l'éviction du locataire. Et l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit justement un congé pour vendre. Donc le bailleur, il est libre de donner congé quand il veut au locataire. Alors, il n'est pas vraiment libre de donner congé quand il veut parce que la loi de 89 est protectrice du locataire et il doit respecter deux conditions, on va dire, temporelles. La première, c'est que le congé doit respecter le terme du bail et donc le locataire ne peut pas être obligé de quitter les lieux avant l'expiration du bail. C'est combien la durée Alors, 3 ans classiquement et si le bailleur est une personne morale, le délai est de 6 ans. La deuxième condition un peu temporelle, c'est que le congé doit être envoyé au moins 6 mois avant l'expiration du bail. Et donc, on a ces deux critères temporels qui s'imposent. Marc, est-ce que le bailleur peut gagner du temps et délivrer un congé pour vendre bien avant, finalement, ce délai de 6 mois avant la fin du bail ? Cela peut être une tentation du bailleur et les juges d'ailleurs ont eu l'occasion d'affirmer la validité d'un tel congé anticipé. Pour autant, le congé anticipé ne prive pas la possibilité pour le locataire de se maintenir jusqu'au terme du bail. On ne gagne pas tellement de temps, voire pas du tout, sur ce point. Surtout, le congé pour vendre va ouvrir un droit de préemption. Le locataire peut renoncer expressément à son droit de préemption. D'ailleurs, on constatera une renonciation tacite après l'écoulement d'un délai de 2 mois, délai de réflexion laissé au locataire, mais ce délai de 2 mois ne commence qu'à compter du premier jour du délai de 6 mois avant la fin du bail. Si le locataire dit rien ? Si le locataire ne dit rien, pour autant, on ne pourra pas constater la purge du droit de préemption, voire même d'ailleurs s'il renonce expressément à son droit de préemption, tant qu'il n'est pas dans cette petite fenêtre de 2 mois qui commence à courir dans cette période de 6 mois avant la fin du bail. Par conséquent, le congé anticipé ne permet pas au bailleur de gagner du temps. Et si le locataire en est d'accord, le bailleur pourrait révoquer le congé et effacer la procédure ? On peut d'un commun accord révoquer en principe un congé, pas en matière de congé pour vendre, loi du 6 juillet 1989, car les juges nous disent que l'offre de vente qui résulte de ce congé pour vendre ne peut pas être retirée avant la fin du délai de 2 mois, qui, comme on l'a dit avant, ne commence à courir que le premier jour du délai de 6 mois. La révocation serait tout à fait inefficace. Par conséquent, pas de révocation, pas de renonciation anticipée à son droit de préemption par le locataire, pas de vente. Si le bailleur délivre un congé pour vendre en veillant à respecter le délai de préavis de 6 mois, il y a une probabilité évidemment pour qu'aucun acquéreur ne se présente. Si les négociations conduisent à un prix inférieur à celui indiqué dans le congé pour vendre, est-ce que le congé est valable ? Alors, le congé en tant que tel va être valable, car finalement, le congé se fonde sur l'intention du bailleur de vendre le bien. Pour autant,
on va observer que le bailleur, finalement, vend son bien à un prix inférieur à celui qu'il a proposé au locataire. C'est la raison pour laquelle l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose un droit de préemption subsidiaire. Ça veut dire, si je vends le bien à un prix ou des conditions plus avantageux, je dois notifier une nouvelle offre de vente, mais ça n'est pas un nouveau congé. Dans l'hypothèse où le bailleur a délivré un congé pour vendre en 2024, le locataire, lui, a quitté les lieux. Il y a un acquéreur qui propose donc aujourd'hui, 2026, d'acheter le bien à un prix inférieur à celui de la notification. Est-ce qu'il faudra purger un droit de préemption subsidiaire ? Question assez récurrente, réponse complètement tranchée. Ce droit de préemption subsidiaire n'est pas enfermé dans des délais, donc oui, il faudra purger un droit de préemption subsidiaire. Mais ça va susciter une difficulté, ça va être de retrouver le locataire. Ouais. Si je dois faire une notification au locataire, il faut que je le retrouve. Deux hypothèses. Première hypothèse, le locataire en partant a donné sa nouvelle adresse, je notifie à l'adresse que je connais, et le délai de 1 mois, car cette fois-ci c'est plus 2 mois, c'est 1 mois, le délai de 1 mois qu'aura compté de la réception. Deuxième hypothèse, moins favorable, le locataire est parti, n'a pas donné de nouvelle adresse, et là l'article 15 nous dit on notifie à l'adresse du logement anciennement loué. Bizarre. Oui. Voire même paradoxal ou une contradiction dans le texte, car il est un peu curieux de dire que on fait une notification dans un lieu à une adresse à laquelle le locataire n'est plus, et que pour autant le délai de 1 mois court à compter de la réception, c'est-à-dire le moment auquel le destinataire a été matériellement en possession du pli. Alors le notaire, il fait quoi face à cette contradiction ? Assez curieusement, les juges n'ont jamais été interrogés sur ce point. On n'a pas de réponse en jurisprudence, et il y a 2 thèses qui s'affrontent. Les plus prudents disent « il faut absolument rechercher le locataire, je dois faire une notification à l'adresse à laquelle il se trouve présentement ». Ça implique quoi ? Je fais appel à un commissaire de justice, je lui demande de chercher le locataire, et si jamais le locataire de justice ne le trouve pas, il dresse un procès-verbal où il relate les recherches, et le délai de 1 mois courra à compter de ce procès-verbal. Deuxième solution, le locataire n'a pas donné sa nouvelle adresse et on se demande si on ne pourrait pas appliquer un ancien dispositif qui existait avant une loi de 1994. Le locataire qui ne donnait pas sa nouvelle adresse perdait ce qu'on appelait à l'époque ce droit de substitution. Finalement, pourquoi même s'il n'a pas été repris, pourquoi ne pas appliquer cette solution ? Tant pis pour le locataire, il n'a pas donné sa nouvelle adresse, on notifie au lieu où il n'est pas, et le délai de 1 mois court à compter de la première présentation. Nous privilégions plutôt cette thèse de nature à garantir, me semble-t-il, une certaine logique au texte, qui dans le cas contraire n'en aurait pas beaucoup. Donc il faut donner conseil aux locataires de laisser leur adresse. On peut. Denis, si le bailleur délivre un congé pour vendre, alors qu'un avant-contrat est déjà signé par l'intermédiaire d'un agent immobilier, est-ce qu'il peut notifier un prix complété de l'honoraire de négociation ? La réponse, elle est délicate parce que avant 2008, la réponse était beaucoup plus simple. On se basait sur un critère chronologique. Si on purgeait avant la signature d'un avant-contrat, quelle que soit sa nature, eh bien, il n'y a pas lieu de verser une commission parce qu'elle n'était pas due. En revanche, si on signait un avant-contrat, que ce soit un compromis ou une presse unilatérale de vente, qui a été soumis à une condition suspensive. Là, il y a droit de commission. Là, effectivement, il y avait un droit à la commission. La décision de 2008, elle a remis en cause tout ça ? Elle a remis en cause effectivement ce système basé sur la chronologie et ça a été conforté par 3 arrêts après en 2013, 2015 et 2018. Et donc on considère que n'est pas valable une notification qui est faite au locataire si dans cette notification on prévoit qu'il doit verser la commission de l'intermédiaire. Est-ce que la réponse est la même, que la commission d'agent soit à la charge du vendeur ou de l'acquéreur ? Alors la réponse elle est certaine lorsque c'est charge acquéreur, c'est plus délicat lorsque c'est charge vendeur. Et là on va avoir un double prisme et il va falloir choisir l'un des deux. Le premier prisme c'est le prisme juridique. Dans le prisme juridique on va considérer que la commission n'est pas un élément du prix.
Ça, on peut se baser sur l'article 3 d'un arrêté du 10 janvier 2017 qui vient dire justement que la commission n'est pas un élément du prix. On peut avoir une approche économique aussi. L'approche économique est différente parce que dans l'approche économique, on va considérer que la commission est prise en considération pour la fixation du prix et donc que le prix est d'augmenter d'autant de la commission. Donc on recommande au notaire, vous recommandez au notaire l'approche juridique ou économique? On recommande plutôt l'approche juridique. On se base pour cela sur un arrêt de 2013 dans lequel les juges en fait considéraient que le locataire n'apportait pas la preuve que justement le prix qui avait été fixé prenait en considération la commission de l'agent immobilier. Donc là, il y a une question de preuve. Exactement. En fait, tout ici est une question de preuve. Si le locataire arrive à rapporter la preuve qu'on a pris en considération la commission pour fixer le prix, dans ce cas-là, eh bien, il arrivera à rendre invalide la notification qui lui a été faite. D'où l'importance de préciser qu'il s'agit d'un prix net vendeur, et non pas un prix frais d'agence inclus. Bon, par rapport à ce que vient de nous dire Denis, on peut peut-être conseiller aux vendeurs de louer le bien pour éviter les complications du droit de préemption. Alors, il est certain que si je ne délivre pas de congé pour vendre, il n'y a pas de droit de préemption, car il n'y a que le congé pour vendre qui ouvre cette prérogative au locataire. Pour autant, ça ne supprime pas toute contrainte. Notamment, l'article 15.1 in fine de la loi de 89 dispose que si j'achète le bien moins de 3 ans avant le terme du bail, moi, en tant que nouveau propriétaire et donc nouveau bailleur du bien, je ne pourrai pas délivrer un congé pour vendre avant un premier renouvellement, une première reconduction. Si on prend l'exemple suivant, j'achète un bien aujourd'hui, janvier 2026, le terme du bail, c'est janvier 2028, eh bien, je ne pourrai pas délivrer un congé pour vendre pour janvier 2028. Je devrais attendre une autre période, dans le meilleur des cas 3 ans, éventuellement 6 ans, ce qui nous amènera jusqu'en 2031. Ça, c'est une réponse précise. Cette contrainte, est-ce qu'elle s'applique à toute acquisition et ça, quel qu'en soit le mode? Alors, ce dispositif de l'article 15 a fait couler beaucoup d'encre, précisément parce que on a eu un doute sur l'interprétation du terme acquisition. Pour autant, les travaux parlementaires, et notamment un amendement de Madame Abeille, laissaient entendre que cette protection du locataire était réservée aux opérations très spéculatives dans les zones les plus tendues, zones dans lesquelles le locataire ou la sécurité du locataire pouvait être altérée, fragilisée. Une opération spéculative laisse entendre une opération à titre onéreux, c'est-à-dire la plupart du temps une vente. Les juges n'ont pas clarifié ce point du tout. Oui et non. Nous avons eu des décisions, mais relativement erratiques. La Cour d'appel de Paris, en 2019, dit « l'acquisition est réservée à l'opération de vente ». Tout le monde était satisfait. En 2021, la même juridiction, Cour d'appel de Paris, dit « non, finalement, le terme acquisition peut s'appliquer à une transmission par legs ». On pouvait encore le justifier. 2022, Cour d'appel de Paris, toujours, dit « non, l'acquisition, ça concerne aussi les transmissions successorales ab intestate ». Et la saga n'est pas terminée, car la Cour d'appel de Paris est revenue sur le devant de la scène pour dire finalement, on a bien réfléchi. Ah, ils sont revenus à 2019. Exactement, on revient à la solution de 2019, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va répondre que la notion d'acquisition ne vise que les opérations à titre onéreux, les ventes, et qu'on exclut ce dispositif en cas de transmission successorale. Ça vous semble plus conforme à l'orthodoxie? À mon sens, on revient... Alors, on peut regretter la versatilité de la Cour d'appel de Paris, mais se satisfaire d'un retour à une plus stricte orthodoxie juridique. Ça signifie que le bailleur doit choisir entre délivrer un congé pour vendre et ouvrir un droit de préemption ou vendre le bien loué? La solution serait trop simple. Même si on vend un bien loué, le locataire pourrait, dans certaines hypothèses, bénéficier de 2 autres droits de préemption.
La loi du 31 décembre 1975, dans son article 10, dispose ainsi que si je mets un bien que je détenais en monopropriété, je mets ce bien en copropriété, toutes les premières ventes après mise en copropriété ouvrent un droit de préemption au locataire, même si je ne mets pas fin au bail. Et puis, les notaires sont de plus en plus confrontés aux opérations de vente en bloc, c'est-à-dire vente de l'intégralité d'un immeuble comportant plus de 5 logements. Et c'est là on va faire application de l'article 10-1 de la loi de 1975, et c'est optionnel. Soit l'acquéreur s'engage à proroger tous les baux existants de 6 ans à compter de la date d'acquisition, soit le vendeur doit purger un droit de préemption auprès de chacun des locataires sur leur logement respectif, ce qui impose de ventiler notamment le prix de vente entre chaque logement. Et ce choix suppose un accord, à mon sens, entre acquéreur et vendeur, car si je décide de la prorogation, le mécanisme porte sur l'acquéreur. Si je décide de purger les droits de préemption, la charge revient sur la tête du vendeur. Quand on vous écoute depuis tout à l'heure, on se dit quand même que la vente d'un logement loué, ça reste assez piégeux. Opération courante, mais effectivement pleine de pièges pour le notaire. On vient de le voir, et très rapidement pour les 2 derniers droits de préemption, le locataire d'habitation bénéficie potentiellement de 3 droits de préemption qui, dans certains cas, peuvent se chevaucher. Et puis surtout, en pratique, on constate que les formalités, notamment en matière de congé pour vente, sont réalisées par le bailleur et que très souvent, elles ne respectent pas les conditions ni de forme ni de fond imposées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Merci Marc, merci beaucoup Denis. Dans un instant, Héloïse et Yvan nous rejoignent. Et on va parler de la famille dans un instant avec Héloïse. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et puis Yvan tout à l'heure sur la réduction Pinel. Bonjour et bienvenue Yvan. Bonjour Stéphane. On va parler des droits du conjoint survivant au logement. Héloïse, c'est pas un sujet très, très gai, mais bon, il y a aussi des sujets incontournables. Au drame de la perte du conjoint, s'ajoute aussi rapidement l'angoisse du logement si celui-ci n'appartient pas au conjoint survivant. Alors, quelle solution s'offre à lui, en tout cas, pour assurer son logement ? Alors déjà, dans un premier temps, on va écarter l'hypothèse des époux qui sont mariés sous la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant, pour la simple et bonne raison que le logement fait partie pleinement de la succession et que donc le conjoint survivant va le recevoir. Hormis ce cas de figure, le Code civil prévoit 2 dispositifs, l'un proposant une solution temporaire pour parer à l'urgence de la situation et l'autre une solution plus pérenne. On a par exemple l'article 763 du Code civil qui énonce un droit temporaire au logement au profit du conjoint survivant. Alors ce dernier a de plein droit pendant 1 année la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la succession qui le garnit. Mais le conjoint doit satisfaire à des conditions très strictes pour avoir cet avantage-là ? Oui, tout à fait. Dans un premier temps, effectivement, il faut qu'il puisse justifier de sa qualité de conjoint survivant. Ça, c'est l'article 732 du Code civil qui le prévoit. Il faut également que le logement soit effectivement occupé à titre d'habitation principale par le conjoint au moment du décès. Et ça, peu importe que le logement appartienne aux 2 époux, exclusivement au défunt, qu'il soit loué ou qu'il soit en indivision entre le défunt et un tiers. Et si le défunt était usufruitier du bien, est-ce que le survivant peut, lui, prétendre au droit temporaire au logement ? Alors non, dans ce cas-là, c'est impossible puisque l'usufruit s'éteint au décès de son titulaire. D'accord. Donc c'est la même solution aussi, par exemple, lorsque le logement appartient à une société, une SCI, par exemple. Le logement en lui-même n'entre pas dans la succession. On ne pourrait pas donc reconnaître un droit temporaire au logement sur des parts de société. Est-ce que le bénéficiaire il doit verser une indemnité au titre de ce droit au logement ? Alors non, ce droit au logement-là, il est complètement gratuit. Par exemple, si le logement dépend de la succession, il n'y a aucun loyer ou aucune indemnité qui ne va être due. Par contre, il faut quand même que le conjoint survivant puisse assurer les dépenses d'entretien de ce bien-là. Et si le logement était loué ? Alors, si le logement est loué, à ce moment-là, le bénéficiaire paye les loyers et c'est la succession qui va ensuite lui rembourser les loyers qu'il a payés. Est-ce qu'un époux peut exclure ce droit temporaire au logement par testament ?
Alors, la jouissance gratuite, c'est un droit qui est d'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger, soit par testament, soit par convention, c'est impossible. D'ailleurs, c'est un droit qui n'est pas successoral, c'est un droit qui est qualifié d'effet direct du mariage et qui doit donc profiter au conjoint survivant, qu'il soit exhérédé ou qu'il soit renonçant à la succession. Alors ce droit, il ne vaut que pour une année à compter du décès de l'un des époux. Comment on protège le conjoint survivant au-delà de cette année-là? Et ben dans ce cas-là, le Code civil prévoit à l'article 764 que le conjoint successif qui occupait effectivement au moment du décès à titre d'habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il peut avoir un droit d'habitation et d'usage sur le mobilier qui garnit le logement jusqu'à son propre décès. Et est-ce que les conditions d'accès à ce droit sont identiques à celles qui régissent le droit temporaire au logement? Alors pour le coup, les similitudes ne doivent pas masquer les différences, comme on dit. Donc le droit viager, il ne peut porter que sur un logement qui était commun ou indivis entre les époux ou qui appartenait complètement en pleine propriété au défunt. Il est automatique? Alors, il n'est pas automatique, c'est-à-dire que le bénéficiaire, il doit exprimer sa volonté de profiter de ce droit viager, et à savoir quand même que le simple maintien du survivant dans les lieux et le fait qu'il paye les charges courantes, etc., ça ne vient pas prouver cette volonté de bénéficier de ce droit-là. Et si l'époux a fait un testament dans lequel il prive son conjoint du droit viager en cas de prédécès, est-ce que cette volonté elle est efficace? Alors oui, mais attention, c'est-à-dire que là, le droit viager, c'est un droit successoral. Il est donc possible que le défunt puisse y déroger par testament, mais ça ne peut être que par un testament authentique. Donc il faut faire attention au formalisme de ce testament, il faut le vérifier, parce que par exemple, un testament holographe qui viendrait exhéréder le conjoint survivant ne viendrait quand même pas priver ce dernier du droit viager au logement. Si le droit temporaire est gratuit, est-ce qu'il en est de même pour le droit viager? Alors pas vraiment. Alors déjà dans un premier temps, comme c'est un droit successoral, comme je l'ai dit, il faut que le bénéficiaire accepte la succession du défunt. Et pour le coup, sa valeur va venir s'imputer sur les droits successoraux du conjoint en pleine propriété ou en usufruit. C'est l'article 765 du Code civil qui le prévoit. Et la loi retient alors que le droit viager au logement a une évaluation à la hauteur de 60% de la valeur de l'usufruit, qui peut être calculée de deux façons, soit en prenant le barème de l'article 669 du CGI, selon certains, et puis d'autres vont plutôt retenir le fondement de l'usufruit économique pour le calculer. Merci beaucoup, c'était très précis. Merci beaucoup Héloïse. Merci. On parle affaires dans un instant. Et on parle de la réduction Pinel avec vous, Yvan, réduction qui peut être remise en cause lorsque l'engagement de location est rompu. C'est une question qui se pose fréquemment d'ailleurs pour les notaires lorsque le bailleur envisage la vente ou la donation du bien. On va faire le point sur ces mécanismes. D'abord, juste un rappel de en quoi consiste cette réduction d'impôt. Donc la réduction d'impôt Pinel, ça vise l'acquisition d'un logement neuf qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2024. Donc l'acquisition pouvait être faite jusqu'au 31 décembre 2024 et elle est soumise à un engagement de location qui est soit de 6 ans ou de 9 ans et qui peut être prorogé jusqu'à 2 fois par période de 3 ans. On peut en dire un peu plus peut-être sur cet engagement de location puis les cas de rupture? Oui, tout à fait. Donc l'engagement, il contraint le bailleur à respecter des conditions de montant de loyer et de niveau de ressources du locataire. C'est une location dans le secteur intermédiaire. Et la durée, donc 6 ans ou 9 ans, c'est calculé de date à date? Elle est calculée tout à fait de date à date à partir du point de départ du bail initial, du tout premier bail sur le logement. Les cas de rupture d'engagement, c'est quoi alors? Donc les cas de rupture de l'engagement, ça va être l'arrêt de la location, purement et simplement. Le non-respect des conditions de montant de loyer ou de ressources du locataire ou la cession du logement. Et du coup, qui pour le coup peut être une cession à titre gratuit ou une cession à titre onéreux. Mais il y a des cas, notamment en ce qui concerne la cession du logement ou l'arrêt de la location, qui permettent d'éviter la remise en cause du dispositif. Il s'agit notamment du licenciement, de l'invalidité de 2e ou 3e catégorie et du décès donc du bailleur. Et si le locataire il donne congé et quitte le logement, ça met fin à l'engagement? Non, pas nécessairement. Enfin, ce serait un petit peu dur pour le bailleur. Le principe, c'est que le bailleur, dans ce cas, doit rechercher un nouveau locataire. Et il doit le remettre en location? Tout à fait, il doit remettre immédiatement le bien en location. Et s'il fait les démarches actives pour rechercher un locataire et qu'il trouve un nouveau locataire dans un délai maximum de 12 mois, dans ce cas-là,
l'engagement reste respecté. Donc il y a une période de vacances quand même qui est tolérée. Qui est tolérée, tout à fait, au plus de 12 mois. Et lorsque la vacance intervient en moins de 12 mois? En fait, il y a une spécificité lorsque la vacance intervient tout au bout de la période d'engagement, c'est-à-dire dans les 12 derniers mois de la période d'engagement de location. Et dans ce cas-là, il y a une tolérance de l'administration fiscale qui permet que l'avantage ne soit pas remis en cause à condition que certaines conditions soient remplies. Donc, le bailleur ne doit pas se réserver l'usage du bien ni pour lui ni pour un membre de son foyer fiscal. Le bien doit être en état d'être loué. Il ne doit pas être mis à disposition à titre gratuit à un tiers. Et enfin, il ne doit pas être cédé avant la fin de l'engagement de location. Et en ce qui concerne la cession, toutes les cessions sont visées? Tout à fait, c'est très large. Donc, notamment les apports en société ou les ventes de droits indivis sur le bien mettent fin à l'avantage fiscal. Tout à fait à l'avantage fiscal. Également, le démembrement met fin à l'avantage fiscal, y compris si on donne la nue propriété et que l'usufruitier poursuit la location. Dans ce cas-là, il y aura fin de l'avantage fiscal. Mais il y a une exception. Hein. Tout à fait. En cas de démembrement, il y a une exception quand le démembrement est dû à un décès et que la location est poursuivie ensuite par le conjoint survivant. Et en cas de transmission du bien par décès? En cas de transmission du bien par décès, là aussi, le conjoint survivant peut décider dans sa déclaration de revenus de reprendre l'engagement et donc de poursuivre afin de poursuivre cet engagement. Et le divorce? Et enfin, sur le divorce, vraiment, on voit tous les cas. Donc, sur le divorce, le divorce, en effet, en principe, n'entraîne pas la rupture d'engagement si les époux, soit les ex-époux restent en indivision sur le bien après le divorce, ou quand il y a un partage, si l'attributaire du bien demande la reprise du dispositif à son profit. Et comment la rupture de l'engagement, ça s'articule avec la prorogation alors? Le principe, c'est que si la rupture de l'engagement intervient pendant la période initiale de 6 ou 9 ans, la totalité de l'avantage fiscal est remise en cause. Mais ce n'est pas le cas si la rupture intervient pendant la première période de prorogation ou la deuxième période de prorogation. Si elle intervient pendant la première période de prorogation, seul l'avantage lié à cette période sera remis en cause. Et si elle intervient pendant la deuxième période de prorogation, c'est la même chose. Seul l'avantage lié à cette deuxième période sera remis en cause. Bon, on a exploré toutes les pistes, tous les cas. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Yvan, merci Héloïse, merci beaucoup à tous les deux. On va suivre notre cours d'histoire maintenant. En 1804, le Code civil est clair. Le propriétaire est maître chez lui. Le bail est un contrat simple, le locataire occupe, le propriétaire décide, la fin du bail ne se discute pas. Tout au long du 19e siècle, la location accompagne l'industrialisation. Les villes grossissent, la pénurie de logements apparaît, le rapport de force reste inchangé. La rupture intervient au XXe siècle. Après les guerres, l'État intervient. Le logement devient un enjeu social. En 1948, les premières grandes lois de protection des locataires sont adoptées. Encadrement des loyers, restriction au droit de reprise. Le propriétaire n'est plus totalement libre. En 1989, la loi du 6 juillet structure durablement le droit locatif. Durée minimale du bail, congés strictement encadrés, droit de préemption du locataire en cas de vente. À partir de là, vendre un logement loué n'est plus un acte neutre. C'est une procédure, avec des délais, des formes et des risques juridiques. Aujourd'hui, le droit de la location est un droit d'équilibre, ni totalement propriétaire, ni totalement locataire. Et le notaire est là pour une raison simple, éviter que 2 siècles de règles ne soient contournées en une signature. Il est temps maintenant de répondre à vos questions. Et c'est Marc qui va répondre aux questions. Rebonjour Marc. Rebonjour et Stéphane. Audrey nous a rejoint pour parler de formation dans un instant en fin d'émission. Les questions Marc, on part en Loire-Atlantique avec un notaire qui conseille le propriétaire d'un bien loué. Celui-ci est âgé de 66 ans. Il souhaite vendre le logement libre de toute occupation, mais le locataire est âgé de 75 ans. Est-ce qu'il peut délivrer le congé? Alors, l'article 15.3 de la loi de 1989 dispose que le propriétaire ne peut pas s'opposer au renouvellement d'un bail si le locataire est âgé de plus de 65 ans et si il a des revenus modestes. Ces 2 critères étant cumulatifs. Au cas d'espèce,
si le locataire a des revenus inférieurs au seuil nécessaire pour pouvoir accéder au logement locatif conventionné, le locataire est protégé. Ça veut dire que le propriétaire ne pourrait délivrer un congé qu'en proposant une offre de relogement. Cependant, le même article dispose que si le propriétaire est lui-même âgé de plus de 65 ans ou s'il a des revenus modestes, cette protection du locataire n'est plus applicable. Les critères sont alternatifs dans ce cas-là. Et si on reprend ce dossier, on constate que le propriétaire est âgé plus de 65 ans, il a 66 ans. Par conséquent, il peut délivrer un congé sans avoir à faire d'offre de relogement et indépendamment de ses propres ressources. Merci pour cette réponse. Un notaire de la Vienne s'interroge sur les interventions nécessaires à la délivrance d'un congé. Là encore, 2 époux mariés sous le régime de communauté légale étaient propriétaires d'un logement. Monsieur a signé seul un bail d'habitation au profit d'un locataire. Par la suite, les époux ont donné la nue propriété du bien à leurs enfants. Qui doit délivrer le congé pour vendre ? Alors, première question que le dossier pourrait amener à poser, c'est la validité du bail. Monsieur a signé seul. Ouais. C'est jamais bien de faire un acte sans l'accord de son épouse, mais juridiquement, le bail est valable, car s'agissant d'un bail d'habitation, on va faire application de la règle de gestion concurrente. Un époux peut seul signer valablement un bail d'habitation. On constate ensuite que monsieur et madame, ayant donné la nue propriété, ne détiennent plus que l'usufruit. Or, cependant, ils ont conservé la qualité de bailleur. Quel que soit le statut locatif, c'est toujours l'usufruitier qui seul a la qualité de bailleur. C'est donc l'usufruitier, en l'occurrence les parents, qui peuvent prendre l'initiative de délivrer un congé pour vendre. Mais il y a une subtilité. Le congé pour vendre ouvre un droit de préemption. Ça suppose donc une offre de vente notifiée au locataire. Ouais. Or, on ne peut faire une offre de vente qu'avec l'accord des nus propriétaires. Donc, dans ce dossier, il est nécessaire que le congé soit délivré par les parents usufruitiers en tant que bailleurs, avec l'accord des indivisaires, parce qu'il y a une offre, il y a une offre de vente qui est faite au locataire. Et c'est une condition de validité du congé. D'accord. Un notaire du Maine-et-Loire s'interroge en tout cas quant au champ d'application de la loi Aurillac. Un propriétaire procède à la vente d'un immeuble entier composé d'un local commercial et de 15 logements. L'immeuble est intégralement loué. À défaut de proroger les baux existants, est-il nécessaire de notifier à chacun des locataires le prix et les conditions de la vente projetées pour les locaux qui l'occupent ? Alors, nous en parlions tout à l'heure, l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que si on vend l'intégralité d'un immeuble ayant plus de 5 logements, soit on proroge les baux, mais ça c'est écarté, soit on doit purger un droit de préemption. À 15 logements, on est largement au-dessus du seuil prévu dans la loi. Mais il y a une particularité. Dans cet immeuble, il y a un local commercial. Or, l'article 10-1 dispose que ce principe s'applique si mon bien est à usage d'habitation ou à usage mixte, habitation et professionnel. Si j'ai un local commercial, est-ce que c'est professionnel ? L'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 dispose « Le local professionnel, c'est le local où il y a une activité mais qui n'est pas commerciale, industrielle ou rurale. » En gros, c'est le local pour l'exercice d'une activité libérale. Mais la Cour de cassation a eu l'occasion de dire l'inverse. Le local professionnel, c'est le local où il y a une activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, artisanale ou libérale. Donc, incertitude. Certains proposent une interprétation restrictive de l'article 10-1. S'il y a un local commercial, la protection ne s'applique pas. D'autres proposent une interprétation extensive que nous allons privilégier. Pourquoi un locataire serait protégé alors que, outre les logements, il y a un bureau ? Et pourquoi il ne serait pas protégé dans le même immeuble au motif que le local ne serait pas un bureau, mais un local commercial ?
Merci pour ces précisions, Marc. On va parler des formations maintenant avec Audrey. Alors Audrey, quel est le programme des formations à venir? Eh bien, ça commence dès le 2 avril. À Angers, une journée complète sera consacrée à la gestion du foncier agricole avec Marc, avec un format en 25 questions pour maîtriser les outils et surtout éviter les pièges. En parallèle, le même jour, mais sous un format visioconférence, une formation très attendue sur la pratique de la TVA immobilière, un sujet technique et incontournable. Et à Bourges, un panorama complet du partage, civil et fiscal, pour sécuriser les opérations sensibles sera présenté. Le 28 avril, toujours à Bourges, focus sur les plus-values immobilières des particuliers, un sujet central dans les stratégies patrimoniales, tandis qu'à La Roche-sur-Yon, une journée entière sera dédiée au divorce sans juge, avec un éclairage précis sur le rôle du notaire liquidateur et contrôleur. Enfin, le 5 mai, en visioconférence, une formation plus ciblée, mais stratégique, sur la dispense de TVA et la transmission d'universalité, un thème pointu qui répond à des situations très concrètes de terrain. Bien sûr, vous pouvez retrouver le détail de ces formations et l'ensemble du calendrier de Coform sur notre site internet. Rendez-vous sur coform.fr. Merci beaucoup Audrey, merci à Marc, merci à tous ceux qui se sont succédés aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le 11e numéro déjà de Etc. Et on parlera du notaire et de la gestion du patrimoine du couple. À bientôt.